Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique dans l'actualité. Ce soir, l'émotion en RDC au lendemain de la mort d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique incarné pour beaucoup l'espoir de la démocratie. Nous nous rendrons au siège de son parti à Kinshasa. Tshisekedi parti, quel avenir pour l'opposition, quel impact sur le dialogue politique? Olivier Kamitatou, membre du G7 et du Rassemblement, sera notre invité. Et puis depuis Kinshasa, nous serons en direct avec Dori Doumbia, secrétaire général de l'UDPS. Enfin, le Cameroun qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana est éliminé, Thibaut Cavaillès. Oui, la finale dimanche opposera donc l'Égypte au Cameroun. Les Lions indomptés puisqu'ils l'ont emporté ce soir 2-0. Nous irons à Yaoundé vivre la joie des Camerounais et à Franceville au Gabon où s'est déroulée la rencontre. En deuxième partie de ce journal, à tout à l'heure. En République démocratique du Congo, c'est une page de l'histoire qui se tourne après la disparition hier d'Étienne Tshisekedi. Le sphinx de Limete, comme on l'appelait, laisse un grand vide derrière lui. Et depuis hier soir, ses partisans lui rendent hommage. Le reportage à Kinshasa de Francine Mokoko avec Bastien Bory. Aujourd'hui, autour de la modeste résidence d'Étienne Tshisekedi, celles et ceux qui s'identifiaient à lui ne retiennent pas leurs larmes. Je vous dis que Tshisekedi ne s'était pas battu pour des postes. Tshisekedi s'est battu pour un idéal. Et cet idéal-là, madame, nous allons tout faire. Puisqu'il nous a indiqué le chemin, nous irons jusqu'au bout. Nous manquons de mots pour exprimer le sentiment que nous avons aujourd'hui. C'est une grande perte. Tshisekedi représentait beaucoup pour le parti, pour le peuple congolais. À un certain moment, on a dit que c'était l'espoir de tout un peuple. Il est parti, mais nous allons nous efforcer de continuer le combat pour lequel il a sacrifié toute sa vie. Un hôtel improvisé couvre ce trottoir de Kinshasa en attendant les funérailles officielles. Dans la capitale acquise à l'opposition, l'héritage sera difficile à perpétuer. Une chose, je sais que Tshisekedi nous a laissé un testament. Il n'est pas parti comme ça, il nous a laissé un testament. Il nous a demandé à nous, le peuple, de se prendre en charge. Dans la nuit, des membres de l'UDPS ont été expulsés du siège de leur parti par la police. Des heures qui tombent mal, au moment où majorité et opposition sont censés se partager le pouvoir jusqu'à la prochaine présidentielle. La police a évacué les gens qui sont venus pleurer le prince Tshisekedi. Ils ont tiré des lacrymogènes, ils ont menacé les gens, ils ont demandé aux gens de sortir sur le lieu de deuil, les mains en l'air. L'opposition congolaise pourrait se déchirer sur sa succession, car parmi les militants surpris par ce décès, peu semblent prêts à prendre la relève. L'après Tshisekedi, on va en parler justement avec vous, Olivier Kamitatou. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des grandes figures du G7, membre du Rassemblement de l'opposition. Alors avec vous et Christian Ebouli, ce soir, on va tenter de mesurer l'impact de la disparition d'Étienne Tshisekedi sur le plan politique. Mais j'aimerais d'abord vous demander votre réaction après sa disparition. Que ressentez-vous ce soir? Eh bien, une profonde tristesse. Parce que Étienne Tshisekedi n'appartenait pas seulement à l'UDPS, il appartenait à toute la nation. Et c'est un hommage que nous voulons lui rendre, parce que c'était un combattant de la liberté, et c'est un exemple pour nous tous. Et donc c'est un grand hommage, et c'est une profonde tristesse que nous partageons tous. Alors, le rassemblement que vous formiez reposait sur deux piliers. Une force politique, Étienne Tshisekedi, elle vient de disparaître, et puis une force qu'on pourra dire financière, économique, représentée par Moïse Katumbi, qui désormais pour prendre cette place grandement vide aujourd'hui laissée par Étienne Tshisekedi. Bon, d'abord nous sommes dans la séquence du deuil. Ça veut dire que nous devons d'abord rendre hommage, mais ensuite, effectivement, ça veut dire que Étienne Tshisekedi laisse un grand vide. Et il nous revient aujourd'hui de continuer. Pour sa mémoire, vous l'avez entendu, c'est un combat qui continue, qui ne s'arrête pas avec la disparition du grand homme. Nous allons continuer à travailler dans l'esprit qu'il nous a légué, parce qu'il y a un héritage politique. Il va être capté essentiellement par l'UDPS, mais par tout le monde, par tous les jeunes, parce que c'est quelqu'un qui a pu dire non à la dictature. Et effectivement, il est un exemple, il est un modèle, et nous allons marcher dans ses pas. Je crois que Moïse Katumbi l'a rappelé dans un communiqué tout à fait récemment. On va marcher dans les pas d'Étienne Tshisekedi pour donner à la population la première alternance démocratique
qu'elle mérite. Olivier Kamitatou, je repose la question que Christian Eboulé vient de vous poser. Qui pour succéder à Étienne Tshisekedi? Écoutez, Étienne Tshisekedi avait d'abord choisi au sein du Rassemblement, il y avait une délégation qui a négocié et qui continue à négocier l'accord global et inclusif de la CENCO, et maintenant nous sommes dans la négociation de l'arrangement particulier. Cette délégation, elle est dirigée de main de maître par Félix Tshisekedi. C'est déjà un grand signal, mais je crois que nous allons continuer à travailler étroitement pour que Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi continuent à travailler main dans la main en restant ouverts à toutes les forces qui veulent avec nous participer au changement. Alors il se dit à Kinshasa que le G7 est le responsable du blocage des discussions actuelles. Est-ce que c'est vrai ? Non, le G7 est une force qui a effectivement, et vous le savez très bien, décidé de s'engager totalement dans l'alternance. Nous considérons qu'avec l'UDPS, nous partageons un point de vue commun, nous ne bloquons pas les discussions, nous voulons simplement avoir toutes les garanties que les quelques prochains mois qui nous séparent des élections nous permettront d'avoir des élections crédibles en décembre 2017. On n'est pas là pour se partager des postes, on est là pour une transition qui doit conduire à des élections le plus rapidement possible. Cela vous a été reproché par Vital Kamerhe notamment, vous le G7 en particulier, d'être là pour les postes. Nous avons nous reproché à Vital Kamerhe et à bien d'autres d'être partis la fleur au fusil pour le 18 octobre dernier, signer un accord sans avoir les garanties que d'une part, nous aurions les élections en 2017, pas 2018, que nous aurions une constitution qui serait respectée, que nous n'aurions pas de référendum constitutionnel et que nous conduirions... L'accord ne permet pas un référendum de toute façon. Le respect de l'accord dans le texte ne permet pas la réalisation d'un référendum puisqu'il stipule le respect strict de la Constitution et des institutions de la République. C'est un des grands acquis de l'accord du 31 décembre signé à la CENCO, c'est que nous allons respecter cette Constitution. Certes, il y a un grand compromis que Étienne Tshisekedi a laissé. Le 20 décembre dernier, Étienne Tshisekedi a dit à tout le monde « Nous devons aller vers la cohabitation pendant une durée très précise de 12 mois, de sorte que nous ayons de bonnes élections au plus tard en 2017. » Nous allons respecter cet esprit de compromis, mais en étant certains que ce sont des élections crédibles. Alors vous restez avec nous, Olivier Kamitatou. On va se rendre à Kinshasa maintenant, puisque le secrétaire général adjoint de l'UDPS, puisqu'on en parle, est en ligne avec nous. Bonsoir, Dori Doumbia. Bonsoir. Alors après la disparition d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS s'est réunie aujourd'hui pour définir la suite de son action. Est-ce que pour vous, le successeur d'Étienne Tshisekedi à la tête du rassemblement sera nécessairement issu des rangs de l'UDPS ? D'abord, avant toute chose, je voulais d'abord vous dire qu'en ce moment de deuil, nos pensées vont à son épouse, à Mama Marthe, à ses enfants, à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique. Ensuite, nous voulons d'abord nous incliner devant la mémoire de M. Étienne Tshisekedi Ouamulumba, l'homme de principe, l'homme des combats, combat de non-violence, de progrès social et de la démocratie en République démocratique du Congo. Vous savez très bien que M. Étienne Tshisekedi Ouamulumba avait fait un appel aux forces politiques et sociales acquises au changement l'année passée pour se rassembler autour de lui, autour de l'UDPS, pour exiger l'alternance politique en République démocratique du Congo. C'est ainsi que le rassemblement est né. Il a dirigé les rassemblements de mai de maître, d'ailleurs il faisait l'unanimité. Aujourd'hui, il est parti, nous sommes orphelins de son combat, orphelin, mais il laisse une empreinte indélébile dans le paysage politique congolais. Je pense que tous les membres du rassemblement se réuniront, trouveront les successeurs au président Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Mais M. Doumbia, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que le futur président du rassemblement devra être issu des rangs de l'UDPS? C'est ce que j'ai répondu
répondu tout à l'heure. Hein. Il s'agira aux membres du rassemblement de pouvoir se réunir et d'en trouver le successeur. À ce stade-ci, je ne puis vous dire, d'ailleurs, votre invité l'a très bien dit, il y a une délégation au niveau de la SYNCO, il y a des structures, il y a les comités des sages. Je pense que le comité des sages se réunira et trouvera le mécanisme de pouvoir trouver un successeur au président Etienne Tshisekedi Ouamulumba. À ce stade-ci, on ne peut dire qui pourra le succéder. Nous ne pouvons pas empêcher les ambitions, mais les ambitions se passeront dans les règles de l'art selon le texte qui nous régit. Dori Doumbia, secrétaire général adjoint de l'UDPS, merci d'avoir été avec nous en direct depuis Kinshasa. Je reviens donc vers vous, Olivier Kemitatu. Est-ce que vous partagez donc cet avis émis par Monsieur Doumbia? Oui, tout à fait. Le rassemblement a des structures. Maintenant, il y va de l'unité du rassemblement. Nous allons cimenter cette unité sur l'héritage que nous laisse Mais qui Olivier Kemitatu, pour aujourd'hui la question se pose. Vous savez que il avait une envergure telle que politiquement il faisait confiance et il inspirait confiance non seulement aux autorités congolaises mais aussi à la communauté internationale. Qui aujourd'hui au sein du rassemblement peut assurer ce rôle, à votre avis? Écoutez, plusieurs personnes peuvent jouer ce rôle. Je n'aime pas les spéculations. Moïse Katumbi peut très bien jouer ce rôle. Vous croyez qu'il a les épaules aujourd'hui? Il a les épaules assez larges pour jouer ce rôle. Est-ce qu'il ambitionne de le jouer? Est-ce que vous ne prêchez pas pour votre chapelle? Absolument pas. Celle du G7. Je ne sais pas s'il ambitionne de jouer ce rôle. Aujourd'hui, Etienne Tshisekedi était également le président du Conseil national de suivi de l'accord. Mais les deux comités avaient été taillés sur mesure pour lui, le comité des sages et le Conseil du suivi. Certes, taillés sur mesure. Est-ce que c'est la même chose? Donc vous mettez sur le même plan Moïse Katumbi et Etienne Tshisekedi? Ça vous donne la complexité du dossier. L'annonce apostolique avait bien dit que 3 personnes peuvent résoudre la crise congolaise. Joseph Kabila, le président de la République, Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. C'était ça le vrai triangle sur lequel nous pouvions bâtir un avenir pour la transition. Maintenant, une grande personnalité nous a quittés. Il laisse un héritage. Nous allons maintenant travailler ensemble dans les structures du rassemblement pour voir comment nous pouvons capter cet héritage, consolider les acquis d'un long combat pour la démocratie et la liberté, et puis nous verrons comment nous pourrons créer les conditions d'avoir un rassemblement encore plus cimenté, encore plus uni. Malheureusement, nous devons déplorer le départ d'Etienne Tshisekedi, mais il a laissé des disciples, il a laissé une école. Quand je parle de Félix Tshisekedi, je parle également de Joseph Olengankoy, je parle de Martin Fayoulou, je parle de beaucoup de jeunes qui sont là derrière et qui vont aussi capter cet héritage parce qu'il a laissé un grand enseignement et nous avons dit que nous allions marcher dans ses pas. Olivier Kemitatu, membre du G7 et du Rassemblement de l'opposition, merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique. On enchaîne avec la Gambie et la présentation des premiers ministres du nouveau gouvernement d'Adama Barrow. Une semaine après son retour au pays, le président a désigné hier les 10 premiers membres de son cabinet qui ont aussitôt prêté serment. Parmi eux se trouvent 2 avocats. Ils ont obtenu l'intérieur et les affaires étrangères. L'ancien trésorier du principal parti d'opposition a été nommé, lui, à l'économie et aux finances. 8 ministres doivent encore être désignés. En Algérie, les élections législatives auront lieu le 4 mai prochain. Le scrutin vise à renouveler l'Assemblée nationale élue en 2012. Le parti d'opposition d'Ali Benflis a déjà annoncé qu'il boycottera l'élection. Une image qui pourrait faire taire les rumeurs sur l'état de santé du président malien. Ibrahim Boubacar Keïta va bien. Le chef de l'État malien est apparu publiquement ce jeudi à l'occasion de sa visite en France où il s'est entretenu avec François Hollande. C'est sa première apparition publique après une absence commentée. Ibeka ne s'est pas rendu au sommet de l'Union africaine cette semaine. Il est en visite privée en France et devrait regagner Bamako dans la soirée. Et on passe à notre journal de la CAN. Alors ça y est, Thibaut Cavaillès, on connaît désormais l'affiche de la finale. Le Cameroun affrontera l'Égypte dimanche soir. Les Lions ont éliminé le Ghana. 2-0, une belle victoire, hein, Linda, une méritée pour le Cameroun. Alors il aura fallu attendre la 71e minute de jeu pour assister au premier but camerounais sur un coup franc frappé par Mukanjo. Ngade concrétise.
Puis, dans les arrêts de jeu, à quelques secondes de la fin, donc, cette passe, on la voit à l'instant, voilà, cette passe en contre d'Aboubacar à Bassogog, traversée de la moitié du terrain, et ça termine dans les filets. La joie, donc, des Lions indomptables. Marcel Amoko, bonsoir. Vous êtes en direct de Yaoundé. Vous avez suivi pour nous ce match depuis un café populaire sur grand écran. Racontez-nous un peu ce match, comment vous l'avez vécu? Alors, folie ici à Yaoundé dès le coup de sifflet final, justement après ce deuxième but, vous le décriviez tout à l'heure. La victoire des Lions indomptables ici à Yaoundé est d'autant plus belle qu'elle est une véritable surprise. Vous en doutez bien, cette équipe est partie du Cameroun dans l'indifférence quasi générale avec des joueurs inconnus pour la plupart, et l'objectif qui avait été affiché par l'entraîneur belge Hugo Broos, c'était de franchir le premier tour. Et puis on a vu ce match contre le Gabon. Au bout du suspense, les Lions ont réussi à franchir ce premier tour. Et ensuite, face au Sénégal, grand favori de cette rencontre-là. Au bout du suspense, là aussi, au tir au but, les Lions indomptables ont donc obtenu leur ticket pour les demi-finales. Et les demi-finales contre le Ghana, un remake de 2008, on se souvient que le Cameroun avait déjà éliminé le Ghana à domicile en 2008, à ce même stade de la compétition. Et cette belle victoire, donc 2-0, c'est la fête, la liesse populaire ici à Yaoundé. Tout le monde se met maintenant à rêver ici au Cameroun d'un 5e titre continental, mais il faudra franchir, vous l'avez également dit tout à l'heure, l'obstacle des pharaons d'Égypte, ce qu'on considère ici comme une véritable bête noire pour les Lions indomptables. Mais avec cette équipe, tout est désormais possible et les Camerounais donc sont plutôt confiants et estiment que cette fois-ci est la bonne. On attendra le 5, dimanche prochain, 5 février, pour avoir le résultat, mais c'est l'optimisme désormais qui règne ici à Yaoundé, une ville qui va pas dormir, puisque les Camerounais, les Yaoundéens en tout cas, vont fêter cette victoire des Lions indomptables jusqu'au bout de la nuit. Merci Marcel Amoko en direct de Yaoundé. Bonsoir Karine Henry, vous êtes ce soir dans les tribunes, vous étiez ce soir dans les tribunes du stade de Franceville et on vous a vu vibrer, paraît-il, dans les 20 dernières minutes de jeu. Oui, c'est vrai que tout s'est joué à ce moment-là. Alors, vous parliez tout à l'heure du clin d'œil de l'histoire. Je vous amène une petite précision. C'est vrai qu'en 2008, le Cameroun élimine déjà le Ghana en demi-finale, 1-0. Mais le but de la victoire est alors marqué à la 70e minute. Et ce soir, Gade propulse, lui, le ballon au fond des filets à la 70e minute et quelques secondes. Voilà, donc c'est vrai que l'histoire qui peut peut-être se répéter. En tout cas, c'est vrai que dès le début, on a vibré pour ces Lions indomptables qui ont fait le jeu, qui ont réussi à contenir la fougue des frères Ayou. Les Ghanéens qui ont plutôt de laisser les Camerounais en espérant qu'ils se fatiguent et en espérant placer une contre-attaque. C'est peut-être là l'erreur des Black Stars. Au retour des vestiaires, c'est vrai qu'ils ont été plus offensifs, ils ont montré plus d'élan, de dynamisme, mais les coéquipiers de Mukanjo ont tenu le choc, notamment le super gardien camerounais Ondoa, qui est tout jeune et qui vit sa première CAN. Beaucoup de joueurs d'ailleurs camerounais vivent leur première CAN et ils s'imposent ainsi 2-0. C'est eux qui partent en finale, eux qui n'étaient plus sortis du premier tour depuis 2010, ils ont fait tomber le Ghana. Le Ghana, qui est tout simplement l'équipe africaine la plus régulière, a disputé sa 6e demi-finale d'affilée. Alors Karine, je vous repose la question. Deux mots sur la finale de dimanche. Donc, à quoi peut-on s'attendre? Alors, on connaît l'Égypte. L'Égypte est le pays le plus titré de la CAN avec cette trophée. On l'a vu, les pharaons sont fidèles à leur tactique, verrouiller derrière et attendre la contre-attaque. Alors, c'est pas parfois austère, mais c'est efficace. Je vous rappelle, en quart de finale, le Burkina Faso réalise 15 tirs cadrés. L'Égypte seulement 3, mais ça suffit pour marquer un but. Donc ils sont très très réalistes, ces pharaons. Mais enfin, le Cameroun, qui n'est plus celui des années 2000, qui n'est plus celui des stars de Rigobert Song ou de Samuel Eto'o. C'est une équipe en renouveau, sans grand nom, des inconnus, me disaient même des journalistes camerounais. Mais les buteurs de ce soir vivent leur première CAN, mais toute l'équipe, ces jeunes Lions indomptables sont accrocheurs, solidaires, c'est leur force et ils faire avoir un nouveau sacre. Le dernier remonte à 2002. Merci Karine Henry à Franceville avec Julien Munzer. Le tableau final donc Thibaut. Égypte-Cameroun donc dimanche à Libreville pour la finale donc de cette CAN 2007. Avant samedi, il y aura la petite finale qui opposera le Burkina Faso au Ghana. Un dernier mot sur le Ghana. Avant de prendre ses 2 buts ce soir, le gardien des Black Stars s'était fait remarquer dans la journée. Mais oui, Brima Razak qui a pris donc 2 jolis cachous ce soir et une prune hier. Une amende par sa fédération, la fédération de football ghanéenne,
2500 $, 1 250 000 francs CFA. Et pourquoi, me demanderez-vous, Linda? Eh bien parce qu'il est mal poli, ce brave Razak. Il a insulté des supporters ghanéens qui le trouvaient pas très bon avant cette demi-finale, des critiques sur les réseaux sociaux, et lui qui donc sur sa page Facebook leur a répondu par de vilains mots que nous ne traduirons pas ici via une vidéo. Il a fait depuis ses excuses, mais cette défaite aujourd'hui, ce soir, ne devrait pas arranger les choses. Merci Thibaut Cavaillès. Merci à vous d'avoir suivi cette édition que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente fin de semaine sur TV5 Monde.